Ce sera une réflexion sur les abris de défense passive à Paris et le patrimoine qui subsiste aujourd'hui, plutôt qu'une vue globale sur la totalité de la politique de défense passive en France. Donc, sous les rues de Paris se cache un patrimoine souvent méconnu des réseaux d'abris, de caves et de souterrains, autrefois destinés à protéger les Parisiens des menaces de la guerre. Alors que les tensions montaient dans les années 30, la ville s'est préparée pour l'éventualité d'une guerre totale. Ces infrastructures de défense passive souvent oubliées, à part certaines, parce que malheureusement, dans le cadre de la défense passive, certains abris sont ultra montrés, je pense à l'abri de Gare de l'Est par exemple, alors qu'on compte qu'il y en avait quand même plusieurs centaines à Paris. Et elle devait protéger les Parisiens des bombardements aériens et des attaques chimiques dont on pouvait craindre qu'elles marqueraient l'Europe lors de la Seconde Guerre mondiale. Donc les origines de la défense passive dans les conflits précédents. En fait, il faut se rendre compte que les bombardements antiaériens ne datent pas du tout des années 40 de la Seconde Guerre mondiale, puis des bombardements alliés jusqu'en 1945. Mais dès le siège de Paris, en 1870, les Prussiens bombardaient Paris. Pour comprendre l'intérêt et l'importance de la défense passive, il faut revenir au traumatisme laissé par les conflits précédents. Les premiers bombardements de Paris remontent à la guerre franco-prussienne. Dès le 17 septembre 1870, Paris est encerclé par les troupes allemandes qui entament un siège. Malgré les difficultés, les Prussiens résistent courageusement, donc pendant plus d'un an quand même. Face à cette résistance, les Prussiens décident d'augmenter la pression en bombardant la ville à partir de janvier 1871. En fait, ils avaient des canons postés sur les hauteurs de Meudon et de Châtillon pour ceux qui voient, la quasi-totalité des obus s'abat alors sur la rive gauche, et particulièrement dans le 5e arrondissement, parce que c'est ce qui est sur la ligne. Le maire du 5e arrondissement prend l'initiative d'organiser la solidarité en demandant aux Parisiens de laisser leurs immeubles ouverts la nuit pour que les passants puissent se protéger, témoignant d'une réponse de l'administration quand même, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas que des réponses privées de gens se cachant dans leur cave, qu'il y avait quand même une réflexion sur le fait que les portes devaient être ouvertes la nuit, par exemple, c'est le point principal de cette affiche, que les portes doivent être ouvertes la nuit pour permettre aux gens de s'abriter la nuit, enfin aux passants notamment. Dans le 5e arrondissement, donc, il y a un très grand monument avec des murs bien épais et une cave voûtée. C'est la crypte du Panthéon qui est actuellement ouverte au public d'ailleurs. C'est là où sont enterrés Marie Curie, Victor Hugo, etc. Et donc on voit par exemple les Parisiens se réfugiant dans la crypte du Panthéon en 1871. Et en fait, il faut imaginer que les chefs d'abri à l'époque étaient des militaires, pour ainsi dire. On les voit, les 3 personnes au milieu, ils sont indiqués comme étant des capitaines, en l'occurrence, donc des officiers. Et je ne sais pas si vous voyez, mais on reconnaît bien vraiment les différents tombeaux comme ça. Lors de la Première Guerre mondiale, pour la première fois, le ciel lui-même devient une menace. C'est-à-dire que ce n'est pas uniquement des canons qui tirent sur la population quand les ennemis encerclent la ville. On a vraiment affaire à des vrais bombardements. Les premiers bombardements frappent Paris, principalement par les éplats allemands, puis par des avions comme le Gotager ou le fameux Taube, ça veut dire colombe en allemand. Enfin, d'ailleurs, on voit un peu cet avion qui a une forme d'oiseau, quoi. Et c'est un tableau français qui date de 1916 montrant la chasse aux zeppelins au-dessus de Paris. On les voit bien, enfin chasser la nuit, je ne sais pas si c'est clair, les zeppelins. Enfin, c'est un ballon dirigeable comme ça. Ouais, les bombardements étant donc évidemment plutôt faits de nuit. Ces attaques, bien que limitées, et plutôt destinées à saper le moral des populations sans but militaire stratégique. C'est-à-dire que c'était vraiment pour couper le moral des populations, parce que en fait, les bombardements à l'époque, on ne pouvait pas vraiment viser, par exemple, des ministères, ce genre de choses. Et d'ailleurs, c'est plutôt des bâtiments civils qui ont été détruits. Les Parisiens devinent donc que leur ville peut être une cible. Pire, il y a aussi en 1918 des bombardements par canon. Ceux-là sont beaucoup plus meurtriers. En mars 1918, un obus tiré par ce qu'on appelle le Pariser Kanonen, qui est un espèce de grand canon monté sur rail, comme ça.
Donc un obus touche la nef de l'église Saint-Gervais, remplie car en pleine semaine sainte, détruisant plusieurs voûtes. On voit par exemple en haut les vitraux, en fait l'obus a frappé au niveau des combles, et en fait la plupart de l'église a été... enfin la plupart de la nef avant le transept a été démolie, s'est effondrée, et on voit là, il faut imaginer que la nef était remplie de monde. Donc. Et on parle de 91 décès et d'une centaine de blessés. Les dégâts restent faibles comparés à d'autres villes européennes près des lignes de front, par exemple la ville de Ypres qui a été intégralement démolie, qui était quand même une ville de plusieurs centaines de milliers de personnes. Mais cette première expérience de la guerre aérienne marque les esprits. On comprend que les technologies de la guerre évoluent rapidement et que les villes devront se préparer pour affronter de nouvelles menaces. N'imaginons pas une guerre moderne proche de Paris, il n'existe aucune infrastructure particulière d'aider à la protection des civils au début de la Première Guerre mondiale, parce qu'on n'imaginait pas que les Allemands pourraient par exemple bombarder Paris, évidemment. Les Parisiens se cachent dans les caves, dont les entrées sont indiquées dès 1918. Pour ceux qui connaissent un petit peu le 5e arrondissement, c'est immédiatement à côté entre la rue Mouffetard et la place Le Mont. Il y avait un grand abattoir, comme ça notamment, dont on a une carte postale et dont les caves servaient d'abri. Voilà, et donc ils sont indiqués en abri, c'est une photo de 1918. Donc. Et d'autres lieux évidemment sont décrétés comme abri, enfin plutôt comme refuge, comme par exemple le métro qui est une nouveauté, donc depuis la guerre de 1870, le métro qui a été créé en 1900, ici sur la station Pigalle de la ligne nord-sud, qui était, enfin parce qu'à l'époque en fait il y avait deux entreprises de métro, il y avait la CMP et la Nord-Sud, et là en l'occurrence c'est un abri dans la ligne nord-sud, la photo date aussi de 1918. La fin de la guerre marque donc un tournant, il devient urgent de prévoir des mesures pour protéger les populations urbaines face à une guerre qui pourrait désormais frapper n'importe où. On apprend par la presse et par le retour des combattants l'horreur et le danger des bombardements toxiques. Les années 20 et 30 voient émerger un nouveau concept effrayant, celui de la guerre totale aérochimique. Certains stratèges militaires théorisent que l'aviation pourrait être utilisée pour les attaques massives sur les populations civiles, en visant à détruire leur morale, mais également pour les capitales à détruire tout l'appareil administratif et dirigeant d'un pays. Par exemple, on imagine des villes entières plongées dans la terreur sous des vagues de bombardements et de nuages toxiques. Parce que s'il faut imaginer que la France à l'époque étant très centralisée, on croit actuellement, si tous les Parisiens devaient mourir sous des nuages de gaz, ce serait euh, le pays deviendrait ingérable en fait finalement. Enfin, parce qu'il n'y aurait plus personne pour le gérer. En France, certains médias, d'ailleurs plutôt militaristes et d'extrême droite, relaient ces craintes. Des publications mettant en avant la vulnérabilité des villes face aux avions et en gaz. Hormis des initiatives privées, rien n'est fait avant plus d'une dizaine d'années. Comme initiative privée, on peut parler de certains abris étanches créés par des compagnies privées qui tentent d'innover. Comme par exemple, près de la gare Saint-Lazare, on a une entreprise de transport qui crée un abri en 1927 avec des ventilations de sous-marins. Et assez étonnamment, un escalier qui monte jusqu'au 7e étage. Le gaz étant plus lourd que l'air, en fait, c'était pour monter au-dessus de la nappe de gaz après la fin des bombardements. Donc. Mais ça reste un cas quand même assez unique finalement. Pour voir les premiers abris construits par l'administration, il faut attendre plus tard. À la même époque que les premiers ouvrages de la guerre Maginot, qui eux sont construits aux frontières, mais qui sont également étanches au gaz. Et donc, je sais pas si c'est très clair. Euh, En 1932, a priori et selon l'état actuel de la recherche, on construit le premier poste de commandement étanche au gaz à Paris. C'est un gigantesque abri sur 2 étages pour les militaires dédié à la réception des informations des postes de guet. En fait, les postes de guet, c'est des postes de guet en banlieue, donc qui voient arriver les avions. Et, enfin, en banlieue, mais aussi à Paris. Mais bon, quand on voit les avions à Paris, c'est déjà un peu tard, du coup. Et
Il existe encore, oui, celui qu'on voit sur la photo sur la droite. Mais il était pas mal restauré, j'en parlerai plus tard. Enfin d'ailleurs, on voit que c'est un abri qui est assez primitif, c'est-à-dire que dans la plupart des abris parisiens, il y a des entreprises spécialisées qui ont installé tout un tas de systèmes d'aération anti-gaz, etc., des filtres. Mais dans cet abri-là, en fait, il s'avère que c'est des filtres de la ligne Maginot. Donc ici, c'est dans l'abri en région parisienne, enfin donc à Paris, avec son filtre à charbon pour traiter les gaz qui, en fait, on venait prendre l'air qui venait de l'extérieur et on le traitait pour rendre l'air pur à la consommation à l'intérieur. Donc, enfin pour éviter tout ce qui était gaz moutarde, etc. évidemment. Et donc à droite, c'est pour une comparaison, c'est dans un fort de la ligne Maginot, c'est le Chenambourg dans l'Est. Et enfin, on voit que c'est précisément les mêmes systèmes de ventilation. Donc, Hitler est élu en 1933 en Allemagne. En 1935, cette menace commence à être prise très au sérieux par l'État français qui adopte une loi imposant des mesures de défense passive pour protéger les civils. Cette loi marque le début de la construction d'abris dans les grandes villes, avec Paris en priorité. On remarque également un plan éventuel pour une évacuation des civils non essentiels hors de la capitale. La loi de 1935 confie à la préfecture de police la responsabilité de coordonner les actions de défense passive dans la capitale. Le secrétariat général permanent de la défense passive s'installe rue du Cloître Notre-Dame sur l'île de la Cité, donc pas très loin de la préfecture. Cette organisation implique des investissements conséquents pour construire et aménager les abris. À Paris, le gouvernement, la municipalité et les propriétaires de bâtiments doivent installer ensemble pour répondre doivent installer des abris pour répondre aux obligations de cette loi, mais les coûts de construction sont élevés. Il devient clair que le financement et la défense passive posera problème. Les propriétaires d'immeubles sont appelés à renforcer les caves de leurs bâtiments, mais beaucoup rechignent face aux coûts. La préfecture de police établit des plans pour organiser les abris publics dans des stations de métro, les carrières souterraines, pour s'assurer que les Parisiens puissent trouver refuge lors d'une alerte. Donc là, plus spécifiquement, on va s'intéresser un petit peu au patrimoine et aux abris après cette introduction sur la défense passive, un petit peu comment ça s'organisait, très brève malheureusement. À partir de 1935, il faut distinguer donc plusieurs types d'abris qui sont mis en place pour faire face aux menaces de bombardement. On va commencer par les abris pour les civils. Il faut comprendre que tous les abris ne pouvaient pas, faute de budget suffisant, être anti-gaz et que donc l'écrasante majorité des abris parisiens ne le sont pas. On a donc distribué en nombre des masques à gaz pour les populations. Euh, masques à gaz qu'on voit ici, qu'on voit comme ça. On voit bien une représentation, c'est une médaille commémorative d'une allégorie de la défense passive protégeant les civils comme ça des bombes. Les civils ont l'air assez genrés sur Ouais, ça doit être plutôt femmes et enfants. Ouais. Ouais, ouais. Et même la défense passive est genrée aussi. Bah, les allégories sont quand même souvent féminines en vrai. Ouais. Et ils devaient donc systématiquement le porter sur eux. Enfin, pas sur la tête, mais en bandoulière. Évidemment, sinon ça aurait pas été pratique. Mais évidemment, certaines personnes ne pouvaient pas porter le masque. Enfin, c'est-à-dire, donc, il faut imaginer les personnes âgées, les nourrissons, tout ça. Donc, dans chaque îlot, on a créé un abri anti-gaz pour les civils. En fait, Paris était subdivisé en îlots, c'est-à-dire un pâté de maisons entouré de 4 rues. Donc, chaque pâté de maison était appelé un îlot, avec son chef d'îlot de la défense passive, chargé à la fois de vérifier l'ordre et la descente aux abris en cas d'alerte, mais aussi en temps normal de vérifier que les lumières étaient bien calfeutrées la nuit pour éviter d'attirer l'attention des bombardiers de nuit. C'est-à-dire que de nuit, les lumières ne pouvaient pas apparaître à l'extérieur, donc il y avait des tentures épaisses. Les véhicules qui étaient autorisés à circuler avaient des pare-feux comme ça pour réduire au maximum la luminosité des phares. Euh, ouais, et chaque abri avait lui-même son propre chef d'abri. On va commencer par l'abri le plus courant, les caves aménagées. J'en ai pris deux qui sont en très bon état pour le coup.
Environ 40 000 caves parisiennes ont été renforcées pour servir de refuge temporaire. Ces caves de banals immeubles résidentiels permettent aux habitants de trouver un abri rapidement en cas d'alerte. Il faut imaginer des caves d'immeubles assez banales, comme on peut avoir chacun dans nos caves, où on range vélo, etc. Renforcées parfois renforcées, des fois c'était pas nécessaire parce que l'immeuble était assez haut, les voûtes assez portantes. Et parfois renforcés par des madriers de bois ou de métal. Donc ici on voit par exemple des madriers en bois avec ici des bancs pour s'asseoir, etc. Et au-dessus des madriers il y avait des sacs de sable pour résister à... En fait c'est pas l'abri en soi qui est utile contre les bombes, c'est le fait que l'immeuble entre eux fasse tampon. C'est-à-dire qu'un immeuble de plus de 4 étages pouvait résister à des bombes sans qu'elles viennent exploser à la cave. L'abri était plutôt dédié euh, à la prévention de l'effondrement de l'immeuble. Donc. Certaines caves ont été rendues étanches par la mise en place de soupiraux entre joints en caoutchouc ou de rideaux en amiante. Ouais, c'était l'époque aussi. Et donc ici on voit des exemples. Ici enfin des exemples d'abris faits, renforcés en métal. Donc, et c'est assez intéressant parce qu'on voit vraiment les panneaux sortie de secours, abri, suivez abri, etc. pour bien montrer où étaient les abris parce que c'est pas les caves complètes, c'est uniquement certaines parties qui ont été renforcées. C'est les rideaux dont on parlait. Ici, c'est pas dans une cave privée, mais faut imaginer quelque chose comme ça. Et une porte étanche aussi sur la droite. On peut imaginer. L'épaisseur de la porte, c'est quand même du métal assez épais. Dans quelques abris privés, il y a eu aussi des portes anti-souffle en béton, c'est-à-dire des murs en béton en parpaing sur charnière. Donc, voilà. Mais plutôt des initiatives privées, j'en ai jamais vu dans des abris publics. Les tranchées abris aussi, c'est un type d'abri qui est très courant à Paris. Ils sont construits en nombre sous la plupart des parcs et esplanades en fait. On peut en voir, vraiment de manière très usuelle dans des tampons dans les parcs. Elles sont constituées de galeries souterraines en zigzag pour couper l'onde de choc en cas de bombe dans la tranchée. Donc, elles font 2 mètres de haut sur 1,50 m de large et sont assez peu profondes. Assez peu profondes, il faut imaginer qu'il doit y avoir 50-70 cm de terre au-dessus, un peu plus. Euh, elles sont construites à la chaîne essentiellement pour mettre les populations à l'abri des éclats et des effondrements. Ceux-ci avaient leurs limites, en effet elles ne pouvaient pas résister à des frappes de bombes directes, même de petit calibre en fait finalement. Cela s'est traduit par un événement tragique lorsque le hasard a voulu qu'une bombe frappe en tir direct dans une tranchée lors des bombardements de la plaine Saint-Denis en 1944, ce qui fit une centaine de victimes. Donc en fait il faut imaginer une descente dans un parc par escalier comme ça. Voilà, avec ici des escaliers, et donc en zigzag, et chaque mur était parcouru de bancs. Comme ça, donc les gens pouvaient s'asseoir de manière linéaire. Les stations de métro, comme lors de la Première Guerre, resservent d'abri. En cas d'alerte, le métro est arrêté. C'est une question qui s'était un petit peu posée, c'est-à-dire est-ce qu'il faut arrêter le métro par exemple? Est-ce que le métro pourrait servir de moyen pour évacuer la population? Mais finalement, on s'est rendu compte que c'était évidemment trop dangereux en cas de personnes sur les voies ou de cohue de personnes voulant s'abriter sur les quais. Lors de la Seconde Guerre mondiale, 62 stations de métro étaient considérées comme refuges, les autres n'étant soit pas assez profondes, soit trop proches d'un ouvrage pouvant les inonder en cas d'explosion. Par exemple, un collecteur d'égouts souterrain, ou le canal Saint-Martin et la Seine, évidemment, c'est-à-dire que la station citée pouvait évidemment euh, pas servir d'abri, parce que si une bombe venait à traverser la voûte, les gens ne mourraient non pas des bombes, mais auraient pu mourir noyés finalement.
Certaines stations de métro, deux en fait, c'était Place des Fêtes et Maison Blanche sur la place Place des Fêtes et Maison Blanche. Excusez-moi, donc certaines stations de métro sont équipées de systèmes de filtration à air et de grandes portes bloquant les tunnels pour se protéger contre les gaz. Donc en fait, elles sont mises de manière étanche et en surpression pour que les gaz ne puissent pas rentrer. Et ce dès 1935. Place des Fêtes, c'est en raison de sa profondeur, rendant le lieu idéal. C'est l'une des stations les plus profondes de Paris. Et Maison Blanche, c'est pour des raisons plus politiques, notamment pour contrer des accusations de favoritisme envers les quartiers les plus aisés. Le métro devient un refuge pour des milliers de personnes avec des stations spécifiquement aménagées pour l'accueil des civils. Plus tard, ils étudieront la possibilité de rendre certaines lignes entièrement étanches et en surpression, la ligne 4 particulièrement, qui fut équipée pour accueillir des milliers de personnes avec une capacité maximale estimée à 100 000 civils. Après la libération, lors de tests, il est apparu que c'était viable et que effectivement la ligne était entièrement étanche au gaz de combat. Mais elle ne fut pas effective avant la guerre, grâce à des sas contenant la pression aux entrées des stations et à des portes blindées fermant les raccords à la fois avec les autres lignes et des galeries souterraines. Par exemple, celle-ci d'Enfer Rochereau, c'est une galerie électrique qui va vers un poste de redressement, donc. Et derrière, c'est les voies de la ligne 4. Il y a un joint en caoutchouc, etc. sur la porte, et c'est pour la fermer et que les gaz ne puissent donc pas rentrer. Donc les carrières souterraines, certains connaissent peut-être, le vaste réseau des carrières sous Paris offre une protection naturelle contre les bombardements, des portions entières sont aménagées en abris collectifs, parfois partant d'escaliers préexistants comme celui de l'hôpital Sainte-Anne ou des feuillantines. L'hôpital Sainte-Anne, c'est un hôpital dont un groupe de résistants assez célèbre, dont deux résistants suite à les Taleyrac sont descendus dans les carrières pour en établir un plan qui a d'ailleurs malheureusement été volé au musée de Sainte-Anne il y a quelques années. Donc elles étaient renforcées et annotées pour accueillir du public et les guider vers d'éventuelles sorties de secours. D'autres lieux anthropiques datant d'avant la guerre ont pu servir d'abri d'anciens aqueducs et galeries techniques pneumatiques par exemple. En fait, comme c'est des souterrains qui étaient déjà existants, ça aurait été dommage finalement de ne pas les réutiliser. Ici on a quelques exemples d'abris en carrière avec leur renforcement spécifique. On voit ici une flèche sortie de secours, un escalier en béton qui a été construit et renforcé également pour accueillir les civils. J'ai un exemple d'une carrière, je crois que c'est un exemple unique, je n'en vois pas d'autres, en région parisienne sur le renforcement avec des madriers en métal pour permettre pour faire en sorte que la carrière soit mieux résistante. Donc. Et ici, c'est une galerie pneumatique qui a été également aménagée en abri. En fait, une galerie pneumatique, c'était une galerie destinée à la transmission des messages par air comprimé qui en fait était envoyé dans des tubes comme ça. On a un exemple de renforcement dans le 5e arrondissement. On voit ici, par exemple, une cavité qui avait déjà été renforcée un peu auparavant, voilà, mais qui a été intégralement refaite dans les années 30 pour accueillir des civils. C'est-à-dire par l'ajout de deux escaliers de secours qui ne sont pas présents ici. Donc ici, il n'y a qu'un seul escalier qui était déjà existant et qui était gardé pour l'abri. Mais on en a rajouté deux nouveaux et beaucoup de consolidation. Je ne sais pas si vous voyez, en fait, c'est la partie ici. Et cette partie-là, c'est la même, mais renforcée à plusieurs années d'écart. Donc avant les travaux de défense passive et après les travaux de défense passive. Donc venons à quelque chose de
d'assez intéressant aussi, qui laisse de beaucoup de vestiges patrimoniaux intéressants. Ce sont des vestiges qui parlent beaucoup aux gens à cause des portes sous-marins, etc., des systèmes de ventilation encore présents. Dans certains îlots à Paris, notamment ceux comprenant des écoles primaires et maternelles, la mairie a construit des abris à l'épreuve des bombes, mais surtout étanches au gaz. La plupart du temps, il faut imaginer des abris similaires entre eux de 40 à 90 mètres carrés, sous des cours ou des bâtiments comprenant deux-trois salles. Enfin, donc en fait, c'était deux-trois salles pour des civils assis autour de bancs, puis un local avec des toilettes et un local pour permettre la ventilation et le traitement des gaz, le traitement de l'air éventuellement gazé. Donc. Ou alors, lors de constructions nouvelles, on prévoit un abri dans les sous-sols directement. Cela prenant des formes plus diverses, souvent mieux renforcées et plus grands. Il y a aussi eu un projet de construire de grands abris publics enterrés pour plusieurs milliers de personnes sous plusieurs places parisiennes, par exemple la place Vendôme, la place Dauphine. En tout, on avait réfléchi à 39 emplacements éventuels. Cependant, face au coût prohibitif de ces projets, ils n'ont pas été réalisés, sauf un construit près de la place du Marché des Halles. En banlieue, c'est plus disparate, parce qu'en fait, c'était la mairie de Paris qui construisait ça, et donc en banlieue, en fait, les communes pouvaient faire d'autres choses. Avec pour le plus grand abri entièrement étanche à ma connaissance, c'est un abri de 1000 places divisé en 20 alvéoles. Certaines communes refuseront aussi de financer beaucoup d'abris, parfois par antimilitarisme. Il y a un cas particulier qui est très intéressant au niveau des abris étanches, c'est le cas particulier des postes de secours sanitaires. Les postes de secours sanitaires étaient en fait des hôpitaux entièrement étanches au gaz, spécialisés dans le traitement des blessés et des asphyxiés au gaz de combat, souvent dans des souterrains de bâtiments publics ou d'administrations appartenant à la ville, comme des lycées ou des mairies d'arrondissement, mais aussi étonnamment parfois en surface. À Paris, une quinzaine de ces postes étaient répartis dans la ville. Il faut en compter un par ville de banlieue. Certains étaient même équipés de salles d'opération permettant de réaliser des interventions chirurgicales en cas de besoin. Donc en fait, il faut imaginer que ces hôpitaux comme étant disposés dans des grands souterrains, à peu près grands comme la Générale en fait, finalement, je dirais, enfin comme l'étage, et qui étaient divisés donc avec une entrée des douches, et puis un triage des blessés, c'est-à-dire qu'on triait les blessés selon les différentes pathologies, les asphyxiés, les hypérités, le triage, les blessés. Les postes étaient divisés en deux parties, hommes et femmes, enfin c'était aussi un peu l'époque qui faisait ça. Et donc ici on voit la zone de triage à l'entrée d'un abri, celui-ci est sous un lycée. Euh, Celui-ci est sous un lycée, donc avec le triage des asphyxiés, le triage des blessés. Et là on a une zone d'attente pour les blessés légers. C'est le plan des abris, pardon, des postes de secours sanitaires disposés à Paris. Donc ça vient d'un fonds d'archives. On pourra parler de la bibliographie à la fin. C'est beaucoup de recherches, il y a beaucoup de fonds d'archives, préfecture de police, mairie de Paris, archives nationales, service historique de la défense, hôpitaux, etc. Euh, alors, donc en bleu on a les abris, les postes de secours sanitaires souterrains, et en rouge on a les postes de secours sanitaires de surface. Voilà. Ici, on a le sas d'entrée dans un de ces abris avec trois portes. Comme ça, un sas, évidemment, c'est constitué que de deux portes, mais ici, l'entrée se faisant, il y avait besoin de laisser une continuité dans le couloir. Et donc, ici, un panneau chirurgie pour indiquer une salle de chirurgie aussi dans un de ces postes de secours sanitaire. Bon, et donc toute cette organisation permettait de traiter efficacement les différents types de blessures et d'intoxications causées par les attaques ennemies. Cependant, on estime que, évidemment, si Paris avait été noyé sous un nuage de gaz toxique,
ça aurait été très compliqué uniquement avec ces postes et la défense passive et les masques à gaz de sauver tout le monde, parce qu'il y a aussi des gaz qui peuvent brûler par exemple, c'est-à-dire qu'en dehors d'être asphyxié, il y a quand même des gaz qui brûlent. Donc, il y a sur les abris pour les civils, on peut aussi parler des abris anti-gaz pour le personnel essentiel. Donc, ce qui m'amène à parler de la mise à l'abri du personnel essentiel ou des dirigeants administratifs du pays. Donc excusez-moi, là, on sort des abris civils pour arriver sur une autre catégorie, quand même. Les entreprises classées en catégorie 1 devant s'assurer de la continuité des services essentiels de la nation, même après un bombardement, par exemple l'armement, les assurances, les banques, les compagnies d'électricité. Oui, enfin, c'est vrai que les assurances, ça peut paraître assez étonnant, mais, euh, mais finalement, en cas de bombardement massif, et donc de plein de gens remboursés, de travaux à faire, etc., il fallait, il fallait que ces personnels puissent subsister quand même. Donc les compagnies d'électricité, eau et gaz avaient l'obligation d'avoir leurs abris étanches pour sauvegarder le personnel essentiel. Certains d'entre vous connaissent peut-être les abris sous les sous-stations de la compagnie parisienne de distribution d'électricité, par exemple l'abri d'Aboukir qui a été mis en lumière assez récemment. Euh, Ils sont au nombre de 34 à Paris, dont la moitié sont équipés de systèmes de ventilation, donc pour la CPDE ancêtre 2DF entre guillemets. Euh, L'ancêtre de la RATP construisit des abris étanches au gaz sous ses centres-bus pour sauvegarder un personnel ô combien utile en cas d'évacuation rapide de la capitale. Oui, parce qu'en fait, enfin, pour évacuer la capitale, il fallait quand même pouvoir avoir des chauffeurs de bus, etc. Il y a aussi eu des abris pour protéger à la fois le personnel, mais à la fois du matériel, dont deux centraux PTT, donc des centraux téléphoniques protégés souterrains, et qui seront également mis en service. Il fallait également pouvoir détecter les gaz de combat, déblayer et nettoyer les rues après les bombardements. On a donc créé des postes de désinfection et de déblaiement qu'on appelait le service Z, qui avaient leurs abris. Eux étaient capables de résister à des frappes directes de bombes qui leur tomberaient directement dessus. Donc il faut imaginer quand même des bombes de gros calibre, donc des abris avec une dalle sur plafond de près d'1 mètre. Ce service avait à la place des masques à gaz conventionnels d'ailleurs un rare respirateur en circuit fermé. Ça témoigne encore mieux de leur importance. Pardon? C'est ce qu'on utilisait dans les mines pour. Oui, c'est exactement ça. C'était dans les mines au début du siècle. Je crois que ça a été des dryers qui ont après sont passés au modèle Fenzi, et c'est ces modèles Fenzi qu'on a mais qui ont été spécialement C'est la marque. dédiés à la défense passive. Pardon. Des AP20. Ok. Ouais. Oui, donc en fait, il faut aussi. Je reviens juste un poil sur les abris civils, ça m'avait échappé, mais il faut imaginer que certains immeubles particuliers ont financé la construction d'abris privés d'abris privés pour leurs propres habitants, des particuliers à titre personnel également. Par exemple, un célèbre industriel français qui avait un grand abri étanche au gaz bétonné dans son jardin de son hôtel particulier du 16e arrondissement. Donc, ouais, vraiment un abri. Enfin, je crois qu'il pouvait résister à des bombes de 300 kilos, quelque chose comme ça, un truc presque irrationnel finalement. Enfin, irrationnel par rapport à ce qui aurait pu. Enfin, parce que personne ne le visait, je veux dire. Même si une bombe malencontreuse aurait pu tomber chez lui, évidemment. Notons qu'il était aussi courant que certaines entreprises aient leurs propres abris étanches, parfois pour assurer le public, comme certains hôtels luxueux, parfois par obligation de mise à l'abri des personnels, comme celui-ci,
que nous avons sous une entreprise de ferronnerie qui fera plus tard de l'armement. Donc celui-ci c'est un abri d'une entreprise privée. Donc et on voit donc mais très grand, il avait quand même sa propre infirmerie, une quinzaine de salles. Voilà. C'est un détail parce que c'est un cas quasiment unique en France. Il y en a un autre du côté de Bordeaux. Par contre, c'est un modèle qui a été fait en grand nombre en Allemagne sous le nom de Tourwinkel. Mais là, c'est pas ça, c'est français. Mais j'en parle parce qu'il a une tour étonnante, parce qu'il a une forme étonnante. C'est l'abri d'une sucrerie près de Meaux. Voilà. Il faut imaginer qu'on rentre par le bas et que l'abri se fait de haut en bas avec tout en haut le système de ventilation, dont on voit la prise d'air ici. D'autres entreprises ont fait le choix d'aménager leurs abris en carrière, dû à la proximité avec celle-ci, par exemple les usines Renault dans la carrière de Brimborion. Donc et après c'est ce qui m'amenait à parler des abris pour le personnel essentiel duquel j'ai un peu parlé donc EDF, l'ancêtre de la RATP, les PTT, banques, assurances, services des eaux, etc. Oui, j'y viens. Évidemment, il fallait pouvoir sauvegarder le personnel dirigeant et les services de l'État des bombes et pouvoir continuer à commander en période de crise, éventuellement même sous un nuage de gaz. On a donc construit des postes de commandement sous les lieux essentiels à la bonne marche du pays. Par exemple, chaque gare parisienne avait son abri pour permettre la continuité et la gestion des trains. La préfecture aussi, d'où étaient lancées les sirènes d'alerte après que la DAT les ait prévenus. DAT, c'est Défense aérienne du territoire. Je ne sais pas si j'avais précisé. Les services techniques aussi essentiels, enfin, les services techniques qui du coup étaient aussi évidemment essentiels donc pour réparer les égouts, etc. En cas de bombardement et aussi les égouts, il faut imaginer qu'il y avait des- enfin le gaz pouvait rentrer dedans après qu'on ait nettoyé les rues, que le service précédemment cité, le service Z, ait nettoyé les rues donc, avec des jets d'eau, etc. Donc ici on a un exemple d'un abri sous un ministère, celui-là c'est le ministère de la Santé dans le 15e arrondissement. Enfin c'est vraiment typique des années 30, on voit la police très art déco comme ça. Je sais pas si vous voyez bien. Ouais. Et des portes qui sont quand même assez gigantesques, on voit l'épaisseur. Celles-là ont un joint en caoutchouc, mais sont aussi à l'épreuve, c'est-à-dire qu'elles peuvent résister aux bombes, donc. Enfin au souffle des bombes. Et là, on a le poste de commandement d'une gare parisienne. C'est l'abri bien connu de la gare de l'Est, dont les journalistes en font souvent un marronnier. Mais, voilà, donc c'est la salle d'où était gérée la continuité des trains, même en cas de nuages de gaz ou des systèmes papier très complexes, enfin, qui sont actuellement de nos jours assez peu lisibles, mais qui sont toujours sur place d'ailleurs. Et voilà. Euh, Donc les services techniques de la ville de Paris avaient leur propre poste de commandement qui est passé à la postérité par la suite parce qu'il a servi quelques jours au commandant Roll Tanguy, qui était le chef des FFI parisien lors de la Libération. Euh, Lors de la Libération. Un autre abri étonnant est celui de la CMP, c'est l'ancêtre de la RATP qui avait son poste de commandement, qui est assez étonnant. C'est peut-être le plus grand abri en termes de surface au sol, à Paris. Dans le sens où il reprenait une ancienne boucle de métro abandonnée lors du prolongement de la ligne 3, intégralement étanchéifiée avec possibilité de garer des trains dans un sas donnant sur les rails. Donc là, c'est un cas vraiment assez à part, c'était vraiment pour le commandement de la CNP, l'ancêtre de la RATP. Donc, en fait, je fais bien la distinction entre les postes de commandement et les abris pour le personnel dont j'ai parlé précédemment, c'est pour ça que je reviens
sur la CMP. Évidemment, le Sénat, Assemblée nationale, Élysée, tous les ministères en possédaient aussi un sous leur cour ou sous leur jardin. Ceux-ci ont alors un poste téléphonique, une usine avec un générateur électrique et parfois un puits à eau et à de rares occasions un hôpital. Par exemple, celui du Sénat avait un hôpital et celui, par exemple, du ministère des Outre-mer, anciennement ministère d'économie, avait un puits à eau. Euh, Donc évidemment, tout n'est pas gravé dans le marbre, les différents abris évoluent avec les différentes catégories qui peuvent devenir plus ou moins poreuses selon l'époque et les besoins. Par exemple, l'abri civil en carrière de la rue des Feuillantines, destiné à la base aux élèves des écoles voisines, devient par la suite l'abri de Pierre Laval. Ou alors, c'est un témoignage de seconde main, donc je demande de le prendre avec des pincettes, ou un témoignage d'une personne âgée indiquant qu'à certaines occasions, le poste de commandement du ministère de la Santé pouvait être ouvert au public. Un autre exemple frappant un peu de ces disparités, c'est par exemple l'abri des services techniques de la ville de Paris, qui se trouve être en carrière en fait, sous l'ancien siège de l'inspection des carrières, qui est juste à côté. Donc à la fois les postes de commandement pouvaient donc de temps en temps se retrouver en carrière, etc. Parce que ça aurait été dommage de pas utiliser ces vides. Donc. Il existe aussi des cas de postes de secours sanitaires privés sous des entreprises, comme par exemple sous les usines de produits chimiques de Creil, en banlieue. Voilà. Donc ici on a des exemples d'intérieur d'abri. Celui-ci est très bien conservé, c'est celui donc d'un centre-bus, où il reste vraiment les bancs, ici le chef d'abri commande, diverses affiches. Ici on a le strapontin du chef d'abri, si on voit, c'est écrit, c'est assez sympa. Et donc là, la porte d'un poste de désinfection. Donc voilà, pour le poste de commandement de la place d'Enfer Rochereau des services techniques de la ville de Paris, on voit ici par exemple sur le plan, pardon, service de nettoiement, voie publique, éclairage, eau, assainissement, etc. Euh, donc c'est un poste de commandement. Et donc, par rapport à ce que je disais sur le fait qu'il a été aménagé en carrière, parce que ça aurait été dommage de ne pas utiliser ces vides qui en fait sont immédiatement en dessous de l'ancien siège de l'IGC, de l'inspection générale des carrières, qui est une branche de la mairie de Paris. Donc, vous voyez, on reconnaît assez bien le lieu. Donc, on va un peu s'intéresser maintenant plutôt au point technique des abris après s'être intéressé aux différents types d'abris existants. Les techniques de construction d'abris sont réglementées selon le type de bombe à laquelle on souhaite que l'abri résiste. Voici un tableau pour vous donner une idée. Évidemment, plus l'abri est important, mieux il est financé. Plus la dalle est épaisse. Donc là, par exemple, on aura abri tout ce qui est ministère, etc. Et ça dépend aussi évidemment des matériaux. Hein. Donc, ici, par exemple, on aura plutôt abri de ministère. Et ici, donc plutôt des tranchées abri. Donc. Voilà. Ça, c'est la construction de 2 abris parisiens. C'est pour vous donner une idée un peu de comment ça se faisait. Celui-ci, c'est un abri dans le 12e arrondissement qui était un gigantesque poste de commandement ici. Voilà. Et celui-ci, c'est l'abri. J'ai un doute, je ne sais pas si c'est pour le commandement ou alors si c'est l'abri pour le personnel du Louvre. En fait, il faut imaginer que ce qu'on voit ici, c'est non. Donc ici, il faut imaginer que c'est le rez-de-chaussée du Louvre qu'on voit. Et ici, c'est les voûtes des caves du Louvre, dont en fait on a entièrement décaissé le sol. Et l'abri a été construit donc, à l'aplomb des caves, mais dans les souterrains. Donc. Et donc,
c'est pas par exemple comme la ligne Maginot qui était creusée avec un système de tunnelier avec des mineurs, etc. Les abris à Paris étaient beaucoup plus simplement creusés à pic, enfin creusés à pic dans le sol, c'est-à-dire le sol était décaissé, on construisait l'abri, etc. Sauf pour les abris en carrière. Mais bon. Donc, on ferme les portes étanches avec un sas pour laisser d'éventuels retardataires rentrer sans polluer l'abri. Pour les abris étanches, le dispositif de ventilation et des filtres pour fournir l'air pur aux occupants des abris. Excusez-moi, pour les abris, pour, pour les abris étanches, en fait, il y a des systèmes de ventilation qui sont mus le plus souvent parfois par des générateurs, mais parfois aussi par des cycloventilateurs, c'est-à-dire qu'une personne montait sur le vélo, pédalait et ça faisait tourner une courroie qui faisait tourner un ventilateur et l'air donc pompé de l'extérieur venait passer dans un filtre. Filtre dont on a un exemple ici. Vous voyez les deux vélos, les trois vélos comme ça, c'est la grosse boîte derrière, c'est un filtre. Et ici, il y a aussi des exemples de filtres à main. Donc voilà, et on voit la manivelle pour que ça puisse être tourné à la main. Donc pour les cycloventilateurs, il y a aussi des modèles étonnants. On croise parfois des vélos en tandem. C'est plus convivial comme on voit ici. Donc je reviens une seconde sur les portes. C'est-à-dire qu'à l'entrée des abris, il y avait un sas. C'est-à-dire que c'est un système de deux portes. Une première porte, parfois anti-souffle, parfois uniquement anti-gaz, était fermée. Derrière, il y avait un sasseur dont le but était d'entendre d'éventuels retardataires. On voit ici une inscription assez intéressante. Frappez, attendez, on vous a entendu. Voilà. Et ici le matériel du sasseur qui était a priori à part. Je voudrais poser la théorie, est-ce que peut-être que la manivelle de la porte était démontée pour éviter qu'en cas de mouvement de panique, quelqu'un veuille s'échapper de l'abri, donc peut-être y compris en cas de gaz. Voilà, c'est ici la manivelle, et là c'est la manivelle intérieure, donc voilà. La très belle inscription ancienne, le matériel du sasseur. Je trouve ça quand même assez fou de trouver encore ce genre de traces dans les abris parisiens finalement. Au niveau de l'électricité, dans les postes de commandement, on retrouve la plupart du temps des ventilateurs. Parfois des dynamos sont montés sur les vélos aussi. On pense souvent que les vélos étaient destinés, on entend ça dans beaucoup de reportages, qu'en fait les vélos étaient destinés à la production d'électricité. Mais pas tout le temps en fait, il y a que quelques cas où on retrouve, surtout dans les gros abris, on trouve des dynamos reliés aux courroies. Donc ici voici un générateur donc avec il y avait aussi des bonbonnes dans les salles des machines pour mettre l'abri en surpression par exemple. Parce que la surpression aidait au fait que si même l'abri était fissuré, le gaz ne pouvait pas rentrer et que c'était plutôt l'air de l'abri qui avait été filtré qui s'échappe plutôt que l'inverse. Voilà, je sais pas si c'était très clair sur les usines, les constructions d'abris, le système de sas, tout ça. Donc évidemment, les autorités ne se contentent pas des abris, elles organisent également des exercices de défense civile. Les habitants de Paris sont formés à évacuer les rues et à rejoindre rapidement les abris lors des alertes. Pendant la crise de Munich en 1938, des exercices massifs sont organisés simulant une attaque parisienne sur Paris. Des arrêtés sont pris pour obturer les lumières et faire en sorte que Paris soit moins visible du ciel. La presse relate ces simulations et l'angoisse d'une guerre imminente gagne les esprits. Ces exercices relayés par la presse continuent à préparer les populations et à réduire les risques de panique en cas de véritable attaque. Donc ici j'ai mis quelques photos d'un exercice en 1938. Voilà, donc là c'est les pompiers équipés des fameux respirateurs dont on parlait justement. Et voilà l'exercice. Je me suis permis de faire un avant-après, je trouve ça assez intéressant. C'est le poste de secours sanitaire du 6e arrondissement. On voit
ici, c'est le même endroit. Là, c'est l'entrée de l'abri, c'est la partie sas, qui lui, pour le coup, n'avait pas de grande porte, qui était fermée donc par des rideaux permettant une étanchéification, comme je vous avais montré tout à l'heure. Si ça vous intéresse, dans la salle d'exposition, j'ai fait d'autres avant-après vis-à-vis de, enfin, sur d'autres photos d'archives. On crée aussi à l'époque plusieurs livres, dont un manuel pour les enfants que j'aime beaucoup, qui s'appelle Alerte aux avions et qui explique un petit peu la défense passive. Euh, voilà, on a par exemple ici, bon, ça va être compliqué pour ceux au fond peut-être de voir, mais on voit vraiment le comparatif des bombes de l'époque, l'intérieur d'avions, etc. On peut faire une intro sur la défense civile. Oui, je vais repasser. Et je voulais juste montrer quelque chose. Ah, et ici, on a un très bel exemple des tranchées abris. Donc, c'est peut-être un petit peu plus clair que la manière dont je l'ai expliqué. Et donc, ici, un escalier dans un parc. Et voilà quoi. Ouais. C'est assez fragile, fait. Ouais, non. Bon, bah, les gens les gens qui souhaitent pourront venir le voir. Je fais un micro aparté également sur les. Non, je ferai ça après. Donc en 1939, les Parisiens descendent dans les abris pour la première fois. Euh, les, euh, les bombardements sont rares, mais les alertes sont fréquentes et les Parisiens apprennent à se protéger. À partir de 1943, alors que les Alliés bombardent la région parisienne pour détruire les nœuds ferroviaires et les usines stratégiques qui fournissent matériel et armements aux Allemands, les abris sont utilisés intensivement. On trouve alors des traces précieuses de cette époque dans enfin, des alertes faites quand les gens descendaient et ils s'ennuyaient, donc il était assez courant qu'ils puissent écrire sur les murs. Enfin, je trouve ça vraiment passionnant. Ici, on a quand même un dessin d'avion. C'est dans une cave boulevard Diderot, dans le 12e arrondissement. Et ici, on a un soldat allemand, avec le fameux casque allemand, le Stalem, euh, avec la croix gammée dessus. On a une représentation d'un officier, peut-être de Gaulle, et des dates d'abri écrites. Après vérification, en fait, il s'avère que c'est des dates d'abri réelles, quoi. Ou ici sous une mairie parisienne. Alors là, je trouve ça quand même absolument dingue. Enfin, c'est vraiment du micro-patrimoine de l'époque, quoi. On a un soldat français avec son masque à gaz, là, comme ça. Je dis soldat à cause de l'uniforme, mais peut-être que ça aurait pu être un agent de la défense passive aussi. Donc là, ici, par exemple, on a un petit peu une blague sur le chef d'abri, quoi, avec la sonnette d'alarme, etc. Lui qui dort dans un hamac, et le masque à gaz posé au sol, puis une représentation assez comique aussi sur la droite. Et c'est assez dingue, ça a pas bougé depuis 80 ans, quoi. Enfin, plus de 80 ans même. Le dernier bombardement sur Paris fut allemand et non, je fais un petit aparté avant. Lors de la guerre, les Allemands réutilisent les abris préexistants, comme par exemple l'abri de la DAT de 1932, qui fut l'un des premiers lieux pris par les Allemands pour des raisons stratégiques, et qui en fait, au vu de sa position, fut aussi l'un des derniers lieux libérés à Paris. C'est-à-dire que lors de l'invasion de Paris, ils sont, euh, ils sont arrivés en sidecar, vraiment, sont rentrés dans la cour, et ont pris, sans même prendre le temps de prendre la caserne, sont rentrés et ont pris l'abri de la DAT en priorité pour couper pour couper l'approvisionnement. Enfin, après, bon, Paris était déjà à genoux, machin, tout ça. Avait déjà été déclaré ville ouverte, si je dis pas de bêtises. Euh, Donc c'est aussi pour ça qu'on retrouve un nombre d'inscriptions en allemand dans les abris situés dans les anciennes carrières de Paris que certains connaissent ici. Par exemple, sous le lycée Montaigne, le lycée Montaigne et ses dessous ont été réquisitionnés par la Luftwaffe.
Les Allemands aussi construisent des abris nouveaux donc. Par exemple, la Kommandantur construit derrière l'abri, mais le siège de la Kommandantur était dans l'hôtel Majestic donc. Et derrière cet hôtel, ils ont construit un blocos de 4 étages qui ne sera démoli que dans les années 70 à grand renfort d'explosifs. Donc il faut s'imaginer que là on est à quelques centaines de mètres de l'Arc de Triomphe donc. Et il y avait vraiment ça en énorme dans la rue. Ça doit être rue de la Providence si je dis pas de bêtises. Quelques photos de l'occupation. On a un certain nombre de lieux sur les d'informations sur les lieux occupés par les Allemands. Par exemple, on voit l'hôpital de Clamart. L'hôpital de Clamart, c'est l'hôpital militaire de Percy maintenant, ou l'hôpital de la Pitié aussi. L'hôpital de la Pitié qui avait été réquisitionné spécifiquement pour les soldats allemands, si je dis pas de bêtises. Les Allemands avaient une organisation pour la construction d'abris et ils étaient faits tous sur les mêmes plans dessinés à la base, en fait un petit peu comme les fast-food. C'était l'organisation Todd qui dessinait les plans, ce qui fait qu'on retrouve des blocos à Saint-Germain ou sur les pistes de l'aéroport du Bourget, précisément identiques à des blocos construits en Norvège ou sur la côte normande. Donc il y a vraiment entre guillemets, des bouts du mur de l'Atlantique à Saint-Germain ou sur les pistes de l'aéroport du Bourget. Donc. Voilà. À la différence des abris français qui donc défense passive étaient beaucoup plus passifs, moins guerriers, les Allemands avaient prévu des créneaux pour mitrailleuses à l'entrée de leurs abris. C'était pas des fortifications, il n'y a pas de canon, il n'y a pas de tout ça, mais à l'entrée des abris, il y avait des créneaux avec des créneaux pour mitrailleuses donc. Ceux-ci sont à côté du château de Saint-Germain, pardon. D'ailleurs qui ont été transformés en local à vélo, c'est assez marrant. Giscard. Donc bon, passons sur la Seconde Guerre mondiale. La défense passive s'est évidemment pas arrêtée là, malgré plusieurs changements de nom. Parce qu'en fait, finalement, la protection civile actuelle, c'est quelque part un peu l'héritière de la défense passive, finalement. Donc à partir de 1945, la crainte d'une guerre nucléaire remplace celle des bombardements classiques. En 1954, la préfecture de police commande un état des abris parisiens étanches encore existants et une estimation du prix pour les remettre en état. Il y a eu aussi un autre projet en 1950 porté par un sénateur, si je ne m'abuse. Certains abris de la Seconde Guerre mondiale seront restaurés et réutilisés par l'administration. Par exemple, un abri dont en fait on a entièrement décaissé le sol pour, je sais pas si vous voyez par exemple dans les films un petit peu sur l'OTAN, des grandes cartes au mur sur 2 étages avec un balcon, un patio, avec avec en bas les généraux, en haut des postes téléphoniques, etc. C'est assez intéressant donc cette réutilisation des arrondissements, etc. D'autres abris ont été réutilisés, comme par exemple le laboratoire central des ponts et chaussées boulevard Lefebvre, construit au niveau des carrières en 1937 et réutilisé à partir de 1964 par le secrétariat général de l'aviation civile. Donc c'est l'abri Lefebvre que les cataphiles connaissent. Et évidemment, l'abri sous l'Élysée devient un abri atomique sous la présidence de Valéry Giscard d'Estaing, connu sous le nom de PC Jupiter. Ouais, donc là c'est Giscard d'Estaing dans l'abri de 1900, du milieu des années 30. Et ouais, c'est l'entrée du PC Jupiter en haut à droite. Voilà. Et ça c'est le poste de commandement pour le ministre des Armées. J'ai pas pu prendre de photos malheureusement, sinon je les aurais montrées. L'intérieur est passionnant. Il a été restauré par une association dans son état des années 70. Ouais. Et donc en fait il y a vraiment les valises nucléaires, les plans, les grandes télévisions catholiques incrustées dans le mur avec des bases de commandement, etc. C'est assez fou, des maquettes de sous-marins lancées à l'époque. Voilà. Il doit y avoir une courte vidéo en ligne mise en ligne par l'association.
On construit quelques nouveaux abris pour les civils sous des parcs et jardins de résidences construits à la même époque, lors des Trente Glorieuses. Faut imaginer de sortes de tranchées-abris préfabriquées, euh, mais plus profondes. On en retrouve quelques-unes à Paris et dans d'autres villes, Lyon par exemple. Donc, ces abris atomiques sont construits selon des... on est toujours... Là, je parle spécifiquement des abris pour les civils. Ces abris atomiques sont construits selon des normes strictes, avec des murs capables de résister aux ondes de choc, 3 portes au lieu de 2 pour résister à la dépression atmosphérique. C'est-à-dire que quand on lance une bombe atomique, à la différence des bombardements chimiques enfin, normaux, donc, on trouve... En fait, il se trouve qu'il y a une dépression qui se crée, et que la différence de pression peut faire que la porte de l'abri s'arrache simplement. Et donc en fait on a 3 portes pour les abris atomiques au lieu de 2. Et et c'est très très étonnant parce qu'ils sont vraiment exactement similaires. Par exemple, ceux-là sont à Lyon, ceux-là sont à Paris. Non, et, enfin, tous similaires, quoi. On pourrait rentrer dans le même, c'est assez incroyable. On voit les systèmes de ventilation beaucoup plus modernes, électriques, etc. C'est ce qu'on voit ici. Système de filtration, pardon. Donc, mais le coût de cette infrastructure est tel qu'ils ne sont pas généralisés. Ce programme de construction de tranchées abris fut arrêté, probablement car la France fait le choix de privilégier la dissuasion nucléaire. En effet, nous nous sommes dotés de l'arme atomique dès 1960. Donc. L'État n'a plus pris en charge la construction d'abris pour les civils, à quelques étonnantes exceptions près, notamment 2 abris pour plusieurs milliers de personnes construits à Grenoble dans les années 90. Donc pourtant à la fin de la guerre froide, en fait, j'ai pas vraiment trouvé de bibliographie intéressante dessus. Tu sais où c'était à Grenoble ? Mais ça existe toujours, en fait, c'est dans des parkings à Grenoble. Les parkings pouvaient être transformés en abris atomiques, c'est-à-dire qu'il y a toute une salle de filtration avec aussi une cuisine, etc. Vraiment pour vivre en autarcie plusieurs jours. Et le parking devait servir de dortoir. La protection civile avait cependant son propre abri actif à Paris, mais il semblerait qu'il soit désormais réservé au personnel de la zone de défense et de sécurité de Paris, chargé de gérer les secours en cas d'attaque NRBC. Bien qu'il ne soit pas utilisable sur le moyen terme et donc en cas de guerre nucléaire, bien peu utile, parce qu'en fait à l'intérieur il n'y a pas de vivre, il n'y a rien, on peut s'y enfermer, mais on va y mourir de soif 6 heures après, quoi. Donc en fait, c'est assez étonnant comme histoire. Il avait à la base été aménagé sous un parking aussi en 1955, avant d'être reconstruit dans les années 90 lors de la reconstruction du bâtiment. C'est-à-dire que le bâtiment a intégralement été terrassé. En fait, dans les plans demandés aux architectes, il fallait rajouter un abri anti-atomique, parce qu'il y en avait un, il fallait en laisser un. Donc. Un autre semble avoir été construit sous les Halles au début des années 70, mais il semble qu'il n'a été soit pas été réalisé, soit démoli lors de la construction de la canopée. Les avis divergent un petit peu, y compris dans les services techniques internes des Halles. Évidemment, des abris anti-atomiques privés existent également, comme par exemple sous une tour de la Défense qui peut accueillir 40 personnes. Ou alors, aéroports de Paris qui avait son abri anti-atomique sous Charles de Gaulle, mais qui a servi à d'autres. Enfin, qui a servi après pour faire divers tests, et l'abri n'est plus du tout en fonction. Par contre, à la différence des abris civils, je vais revenir donc cette fois encore sur les abris de l'administration. L'administration a construit souvent en le camouflant lors de la construction de parking aussi. Parce que ça justifie aussi le financement, tout ça évidemment, des abris atomiques. Citons par exemple le Sénat qui a construit un abri immédiatement proche de l'abri de la présidence, qui est très connu, il y a beaucoup de vidéos en ligne à son sujet. L'abri de la présidence et l'abri atomique était construit à côté en fait. L'Assemblée sous une annexe dont voici une photo. Donc, je sais pas si vous reconnaissez ici, on a la rue de l'Université
du ministère des Affaires étrangères. On a donc vraiment ici, la construction d'un abri en 72, donc dans le prolongement lors de la construction d'une annexe de l'Assemblée nationale. Lors du déplacement du ministère des Finances du Louvre à Bercy en 1980, parce que comme vous le savez peut-être, le ministère des Finances était à la base au Louvre et après été déplacé à Bercy pour permettre au Louvre de devenir un musée, enfin que le musée du Louvre puisse prendre l'intégralité du palais. Et donc on a demandé aux architectes de construire un abri atomique dont il existe toujours, qui existe toujours en fait. Il est encore en état de fonctionnement pour les situations de crise et contient notamment, lui, pour le coup, des vivres et des sacs mortuaires avec de la chaux, sait-on jamais. Donc voilà pour ce qui se passe un petit peu à Paris niveau patrimoine de la défense passive. Je fais quand même une brève ouverture, enfin parce que c'est un patrimoine qui en fait n'est pas unique, donc je fais quand même une brève ouverture sur ce qui se passe ailleurs en France et en Europe. Donc Paris est loin d'être la seule ville à avoir eu un programme de défense passive suite à la loi de 1935, même si les politiques étaient parfois différentes selon les villes. Comme par exemple le maire de Saint-Étienne qui expliquait qu'il ne fallait pas construire d'abris anti-gaz pour la population tant que l'intégralité de la population n'aurait pas de place dans des abris anti-bombes. Ouais. Les abris anti-bombes. Bon, enfin, après, cependant, on note que la mairie de Saint-Étienne a un abri anti-gaz des années 30. Voilà. Ou Brest qui a construit de grands abris en tunnel avec d'immenses portes. L'un d'entre eux a d'ailleurs tragiquement explosé à cause d'une erreur humaine aggravée par le fait que les Allemands y stockaient contre toute convention logique et humaine des munitions, causant la mort de 371 Français et de 5 à 600 Allemands. Donc en fait, il faut imaginer que la plupart toutes les villes parisiennes même avaient une politique de défense passive avec des tranchées abris un peu partout, dans beaucoup de villes, Saint-Étienne, Troyes, Châteauroux, enfin partout. D'autres pays européens ont développé leur propre système dans les années 30, citons évidemment l'Allemagne qui a construit d'immenses forteresses, à la fois tours pour la DCA et abris pour les civils. C'est ce qu'on voit là. En fait, il y avait des canons de DCA pour tirer sur les avions sur le toit, mais à l'intérieur, c'était des abris pour les civils. Donc. Ah, et ici, c'est pour les passionnés de carrière, c'est un abri en carrière qui se situe à Lille, donc témoignant que la défense passive est vraiment répartie sur tout le territoire. Donc. Avec évidemment, selon l'importance des villes, etc., plus ou moins de moyens mis. Par exemple, les petits villages d'Ardèche ne s'intéressaient pas réellement à avoir des abris, donc voilà. C'est une carrière de craie, donc. Oui, donc l'Allemagne construit ça, mais aussi construit un certain nombre d'abris. D'abris plus conventionnels, c'est-à-dire abris enterrés, etc., avec une dalle bétonnée au-dessus. D'autres pays évidemment ont eu des politiques de défense passive parce que c'était quelque chose qu'on craignait réellement au travers de l'Europe, une guerre totale. La plupart tous les pays d'Europe avaient encore en mémoire la première guerre évidemment. Je voudrais par exemple citer des grands abris sous Prague ou alors de grands abris sous Brno qui doit être la quatrième ou cinquième plus grande ville de République tchèque. Qui avaient en fait construit en cavage dans les montagnes de gigantesques abris de plusieurs centaines de mètres de long, en zigzag très large, d'une dizaine de mètres de large, avec de multiples salles. Voilà, donc ça c'est des abris en République tchèque. Le Z c'est pour un mot en tchèque qui veut dire fermé, et le O ça doit être pour un mot en tchèque qui est ouvert. Voilà. Et il est assez bien conservé, c'est vraiment bien. Il y a encore les filtres à gaz, etc. à l'intérieur. Ce qu'on voit sur la droite dans les caisses. Donc. Voilà.
Ah, je fais un petit aparté aussi marrant, c'est-à-dire que la Tchéquie avait quand même des idées politiques assez proches de la France, dans le sens où, par exemple, ils ont construit aussi leur propre ligne Maginot. C'est-à-dire qu'il y a un système de forts d'artillerie et d'infanterie très similaire sur la frontière tchèque. Bon, ce qui n'aurait pas été utile dans le sens où cette partie de la Tchéquie a été annexée directement par les Allemands avant même que le reste, la capitale et tout, soit annexé. Donc. La politique de La politique de création et de maintien d'abris atomiques après la guerre a beaucoup différé selon les États, mais notons qu'en France, on ne pourrait abriter uniquement qu'un peu plus de 0% de la population dans des abris prévus à cet effet. A l'inverse, la Suisse pourrait abriter 107% de la population à cause d'une loi, à cause d'une loi obligeant la création d'abris lors de constructions neuves. La Norvège a aussi de grands abris dans ses villes, sous ses collines, pour accueillir 40% de la population. Ils servent actuellement de parking, à l'instar des abris dont on avait parlé à Grenoble. La RFA, RDA, beaucoup d'abris aussi, notamment une grande politique de construction d'hôpitaux souterrains en RFA, dont certains sont visitables. Quant à l'URSS, doctrine communiste oblige, on a tenté de pouvoir mettre à l'abri également la quasi-totalité de la population. Et ce jusqu'à la chute du régime. Voici par exemple l'ancien poste de commandement de la télévision, l'ancien poste de commandement de la télévision de la République soviétique socialiste de Moldavie, qui en fait faisait vraiment partie de l'URSS, c'était pas un état satellite comme par exemple l'Allemagne de l'Est, etc. C'était vraiment l'URSS en soi. C'est lui. Si je dis pas de bêtises, le directeur de la télévision moldave, qui est très sympa, qui nous a montré l'abri. Voilà, enfin dans le pays d'ailleurs, certains postes de commandement sont encore actifs. Donc je fais un petit aparté sur ce qui se faisait lors de la guerre froide dans l'URSS, un sujet qui intéresse souvent les gens, avec des groupes électrogènes beaucoup plus modernes, enfin beaucoup plus modernes que ceux présentés dans les années 30, hein, pas que ceux des abris atomiques. Voilà. Ça, c'est un poste de propagande de la protection civile locale. C'est assez sympa, avec des masques à gaz. Bon, par contre, plus triste, suite à la guerre en Ukraine, certains États ont restauré et remis en fonction certains abris pourtant abandonnés depuis au moins la fin de l'Union soviétique. Donc. Il y a différents abris, hein, il n'y a pas que la télévision, il y a des abris d'usines, etc. Lui, par exemple, qui a été remis en activité il y a 2 ans. Voilà. Évidemment, on va pas en parler parce que sinon ce serait beaucoup trop long, mais chaque gouvernement avait un abri pour assurer la continuité des gouvernements. Pas tous, mais la plupart des pays. Donc c'est un peu sur ce qui se... Merde. Je suis désolé. C'est un peu... Bon, donc, revenons, j'arrive à la conclusion. Donc revenons chez nous, ces lieux sont un héritage patrimonial important dont parfois nous n'avons pas conscience et un témoignage essentiel pour mieux comprendre à la fin des années 30. Parfois le petit patrimoine disparaît sous les coups de peinture mal avisés ou alors lors de démantèlement ou de restructuration des sous-sols, voire parfois lors de dépollutions nécessaires, sans qu'à relever aucune sauvegarde pour archives n'ait été effectuée. Donc on a par exemple cet abri où en fait ils ont gratté l'intégralité des murs sur 2-3 cm quoi. Glace les portes, on a de la chance. Ouais. Bon, il arrive aussi, malheureusement, et je pense que c'est des drames pour le patrimoine, il arrive aussi que de grands abris de commandement soient détruits sans qu'aucune photo n'ait pu être prise à l'intérieur par des historiens ou passionnés. Je vais par exemple vous parler d'un exemple récent. Euh, un abri pour lequel d'ailleurs je n'ai aucun plan, peut-être qu'ils sont toujours classés secret défense, ou peut-être qu'ils ont été perdus lors de l'histoire.
Donc le poste de commandement du ministère de la Guerre boulevard Saint-Germain, dont les bâtiments ont été vendus à un promoteur privé. Selon plusieurs témoignages concordants, il aurait fait 3 étages, plus de 3 mètres sous plafond plus de 3 mètres sous plafond dans certaines salles, un poste central sur 2 étages, avec une demi-map monde de plusieurs mètres de diamètre pour placer les troupes sur une carte. Donc c'est quand même, ça aurait quand même été une vision très très intéressante des méthodes de commandement spécifiques, visuelles, frappantes, lors soit de la Seconde Guerre mondiale ou plus tard. Donc j'ai pas vraiment les infos sur. Évidemment, il y a peu de sources, évidemment. Voilà. Aussi, je vous mets cette photo là sur la droite, c'est au puce de Saint-Ouen, des plaques qui ont été soit volées dans un poste un poste de secours sanitaire, merci Gilles. Un poste de secours sanitaire, ou soit volées, soit lors de soit récupéré, soit lors d'une démolition, je sais pas trop. Ça se vendait à peu près 150 € pièce. C'est dommage, c'est dommage. Donc par exemple, il y a des abris, des PSS sur lesquels il n'existe pas de plan, par exemple des abris en banlieue, etc., dont les archives ont parfois plus ou moins mal été conservées, et dont en fait la seule manière de pouvoir s'imaginer comment c'était fait à l'intérieur, c'était ces plaques. Bon, après on peut imaginer, mais ça reste des théories, quoi. Bon, en conclusion, je pense qu'il est important de sensibiliser le public à ce patrimoine datant du siècle dernier, en parlant et en organisant des visites, mais aussi en le photographiant pour faire un maximum d'archives. Et donc, ce qui permet de mieux comprendre la période, la défense passive, et même si c'est vrai qu'il y a beaucoup d'archives, je pense que ça reste un patrimoine mémoriel essentiel. Y compris parce qu'il reste des abris avec énormément d'équipements, des traces écrites, etc. Pour les abris qui sont ouverts au public à Paris, je pense au musée de la Libération. C'est vrai que malheureusement, il n'y a plus grand chose. C'est un abri qui a été beaucoup dégradé pendant plusieurs dizaines d'années avant d'être restauré. Oui. Je voulais juste ajouter tout à l'heure, tout à l'heure, vous aurez la possibilité de visiter virtuellement un abri qui est aujourd'hui disparu, c'est-à-dire racheté par un industriel. Oui. Ah bah génial. Bah ça fait exactement lien et je trouve que c'est vraiment une super initiative, c'est trop cool. Je salue aussi par exemple le travail de l'INRAP, Institut pour l'archéologie préventive, pour la cartographie de l'abri sous l'ancienne meunerie des hôpitaux de Paris. Je trouve vraiment que c'est un super travail en fait lors de la démolition, parce que ça a été évidemment aussi vendu à un promoteur privé qui a démonté toutes les portes, toutes les consolidations, tout ça. Il y a un plan très complet des photographies qui ont été prises. Voilà. Certaines villes sont un petit peu plus intéressées par ce patrimoine. Je pense à Berlin ou Vienne qui ont des associations spécifiques à la valorisation de cette période, qui sont maintenant des associations qui font institution avec des visites, avec plusieurs dizaines de milliers de personnes, je sais pas, mais en tout cas plusieurs milliers de personnes par an. C'est quand même intéressant. Et donc voilà qu'à notre échelle, on peut tous être responsables pour ce patrimoine commun par la sensibilisation. Voilà. Attends, c'est. Bon, excuse-moi. Bon, et donc pour en finir en dehors de ce patrimoine laissé, il faut pas oublier que c'est aussi des tragédies, des membres de la défense passive morts sous les bombes en tentant de protéger les autres. Voici leur stèle commémorative juste à côté d'ici, au cimetière du Montparnasse, qui compte 154 noms. Voilà. Bon, et cette fois, c'est bien fini. Qui m'a sensibilisée et passionnée à ce patrimoine, et aussi aux personnes qui se donnent les autorisations eux-mêmes, qui permet justement de valoriser ce patrimoine. Et voilà, je remercie mon ami d'avoir pris la relève pour cette conférence, et merci beaucoup. Alors, moi, je sais pas s'il y a des questions. Ouais. Donc, dans le cadre de tes recherches, oui. Est-ce que, là, on a vu le cas de Giscard d'Estaing tout à l'heure en photo, mais
par rapport justement à cette politique française de l'après-guerre dans le cadre et suite à la crise des missiles de Cuba, on se rend compte que déjà dès les années 70, il y a une certaine forme de renoncement, je pense, puisque moi j'avais lu par exemple que sous le mandat de Giscard avait été par exemple dès les années 70, donc le mi-temps des années 70, déclassé par exemple à Taverny le studio de télévision qui avait été précédemment installé donc dans cet abri souterrain. Oui. Mais ce que je ne suis pas certain, c'est la date de déclassement, finalement, de la fin des investissements en ce qui concerne l'abri donc anti-atomique du boulevard Lefebvre. Ce qui pourrait l'expliquer, c'est le fait que Cabu ait pu y accéder pour faire son reportage graphique. Donc il a publié en 79 dans Charlie Hebdo. Donc est-ce que toi tu as trouvé des traces de documents administratifs à ce sujet-là en termes de politique d'investissement ou de déclassement? Spécifiquement pour l'abri Lefebvre, je n'ai pas exactement d'informations. Je sais qu'il y a un abri atomique à Paris qui n'a été déclassé que lors de la construction, que lors du déplacement du ministère des Armées à Ballard, donc la construction d'un nouveau poste de commandement à Ballard. Voilà, Taverny, c'est quand même une base qui est toujours active, enfin qui a été mise en sommeil il y a une dizaine d'années, mais qui a été réouverte en septembre, donc. Oui, c'est ça. Donc une carrière de créé qui sert de poste de commandement opérationnel aux armées. Il y a toujours des abris de défense passive. Par exemple, il y a les abris sous le château de Brest, qui étaient des abris construits pour la défense passive, mais qui maintenant servent de poste de commandement pour la force océanique stratégique. Donc. Et donc en fait, on n'est quand même pas au bout de la défense passive actuelle, des abris anti-atomiques administratifs en France. Donc. Même si, c'est vrai que pour les civils, etc., il n'y a plus grand-chose. A priori, c'est vrai que... C'est uniquement militaire et ultra-administratif. Il doit y avoir, dans les administrations actuellement, je ne vais pas dire qu'il n'y a plus que le PC Jupiter de réellement fonctionnel, vraiment prévu comme attaque NRBC, parce qu'évidemment, comme on parlait de celui de Bercy qui est encore actif, mais il est plus actif, disons, je pense, par la force des choses, parce qu'en même temps, ça sert aussi à rien de le vider. Ou peut-être les sénateurs du Sénat. J'ai malheureusement pas d'infos sur la question. C'est chouette, hein, ça veut dire qu'en cas d'attaque, le président, les sénateurs peuvent assurer la continuité de... L'abri encore actif, mais est-ce qu'il y a des vivres, etc. Je sais pas quoi. Je crois que l'heure est venue de passer en mode informel parce qu'on continue dans 15 minutes avec une autre... Pardon. Mais donc on peut continuer à discuter dehors. Très bien. N'hésitez pas à poser des questions, etc. C'était vraiment super, hein, bravo.